La semaine dernière, Trump a rencontré les dirigeants européens lors d'un sommet important sur l'avenir de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et, à la surprise générale, les discussions se sont plutôt bien déroulées. Surtout si l'on se souvient que, il y a seulement 6 mois, la visite de Zelensky à la Maison-Blanche s'était très mal passée. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. Les échanges ont porté sur de nouveaux contrats d'armement avec les États-Unis et même sur l'idée d'une rencontre directe avec Trump, Zelensky et Poutine. Mais le vrai tournant a concerné les garanties de sécurité pour l'Ukraine dans le cadre d'un possible accord de paix. Pour la toute première fois, Washington s'est montré prêt à soutenir une telle proposition. Mais il y avait une condition claire. L'Europe devrait assumer la plus grande part de responsabilité. Donc, concrètement, cela signifie que de véritables garanties poseraient sans doute sur des soldats européens en Ukraine, tandis que les Américains joueraient plutôt un rôle de soutien et de coordination plutôt de celui d'un principal garant. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir à quoi pourrait ressembler une garantie de sécurité européenne et si cela pourrait marquer le début de quelque chose de plus grand, la naissance d'une armée européenne. Alors, ça fait quand même longtemps qu'on parle d'une sécurité européenne pour l'Ukraine et depuis le début de l'année, une coalition de volontaires a commencé à se former. Ce n'est pas l'Union européenne dans son ensemble qui agit, mais un groupe plus souple de pays, mené par le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président français Emmanuel Macron, qui veulent avancer plus vite et de manière plus décisive que ce que Bruxelles permet d'habitude. Cela veut dire que certains États membres, comme la Hongrie ou la Slovaquie, sont volontairement laissés de côté, tandis que des pays hors de l'UE, comme le Royaume-Uni, sont inclus. En d'autres termes, c'est une coalition flexible de gouvernements volontaires plutôt que toute la machine de l'UE. L'objectif est de soutenir les négociations de paix menées par les États-Unis en créant de vraies garanties de sécurité pour l'Ukraine. Cela peut vouloir dire renforcer l'aide militaire et rendre l'Ukraine très solide comme première ligne de défense, mais aussi durcir les sanctions et, si nécessaire, déployer des troupes européennes sur le terrain pour garantir qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix tienne vraiment. Et c'est là toute la question. Quelle force militaire l'Europe pourrait-elle vraiment déployer pour maintenir une paix éventuelle en Ukraine ? La ligne de front fait aujourd'hui 1200 km et il faut se demander quel type de force serait nécessaire pour offrir une dissuasion crédible. Le New York Times et l'Institut international d'études stratégiques ont trouvé 3 scénarios possibles. Chacun est d'une ampleur différente et chacun comporte ses propres risques. La première idée, c'est une véritable force de maintien de paix, un corps de 60 à 100 000 soldats soutenu par une forte puissance aérienne et navale. Ce serait une force défensive, mais le message adressé à Moscou serait clair. Toute nouvelle attaque signifierait un affrontement direct, non seulement avec l'Ukraine, mais aussi avec des soldats européens et de l'OTAN. La deuxième option, c'est une force tripwire. Beaucoup plus réduite, peut-être 10 000 soldats avec soutien aérien et naval important. Toute seule, cette force ne pourrait pas arrêter une offensive russe majeure. Mais l'idée, c'est que la Russie hésiterait à prendre le risque de tuer des soldats européens, car cela pourrait déclencher une guerre bien plus large. Le problème, bien sûr, c'est que cela reste une théorie. Et une théorie qui n'a jamais été testée. Et enfin, une troisième option, une force d'observateurs. Juste quelques centaines de soldats, présents surtout pour signaler les violations d'un éventuel cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, les satellites, les drones et les caméras peuvent déjà faire la majeure partie de ce travail. Et une présence si réduite ne serait pas capable de se défendre en cas d'attaque sérieuse. En ce moment, l'option dont on parle le plus, c'est l'option 2. Une force de déclencheur pouvant aller jusqu'à 10 000 soldats. Le Royaume-Uni et la France ont tous deux déclaré qu'ils seraient prêts à envoyer des troupes sur le terrain si un accord de paix était signé. Et ils ont déjà un cadre pour cela, la Combined Joint Expeditionary Force, ou la CJEF. Ce dispositif a été créé en 2010 comme un moyen pour les 2 plus grandes puissances militaires d'Europe d'agir rapidement, sans devoir attendre la lourde machine de l'OTAN ou de l'Union européenne. Ce n'est pas une armée permanente. Il n'existe pas de brigade franco-britannique qui reste en attente. C'est plutôt un cadre. Les 2 armées s'entraînent ensemble, coordonnent leur logistique et définissent à l'avance les structures de commandement pour pouvoir déployer rapidement des unités si nécessaire. À pleine échelle, le CJEF pourrait aligner environ 10 000 soldats. Il n'a jamais été utilisé dans une mission réelle, mais il est pleinement opérationnel depuis 2020 et pourrait constituer l'épine dorsale d'un déploiement, avec de plus petits partenaires européens venant y rattacher leur propre unité. Mais bien sûr, une force de 10 ou même 25 000 soldats est loin d'être suffisante pour faire face à une attaque russe sérieuse. L'Institut allemand pour les affaires internationales et la sécurité a estimé qu'il faudrait en réalité environ 150 000 soldats pour sécuriser correctement l'Ukraine. C'est bien au-delà de la plus grande option évoquée jusqu'ici. Et si un futur accord de paix nécessitait réellement un déploiement de cette ampleur, l'Europe devrait alors entreprendre une transformation militaire massive. Et cela pourrait marquer le début d'une véritable composante militaire européenne. Et une telle échelle impliquerait la contribution de toutes les grandes puissances européennes. Imaginez, pour la première fois, les armées nationales en Europe devraient coopérer à une échelle jamais vue jusqu'ici.
Une force de cette taille nécessiterait des rotations continues de brigades, une logistique partagée, une planification sur le long terme. Pas seulement des pays agissant chacun de leur côté, mais une réelle coordination et interdépendance. Du matériel standardisé deviendrait essentiel, poussant les gouvernements vers une base militaire et industrielle commune avec l'achat de tanks, de drones, d'artillerie et d'autres systèmes ensemble, plutôt que chacun de son côté. Et imaginez ce que l'Europe pourrait apprendre directement des Ukrainiens sur le front, des leçons qui pourraient se transformer en savoir-faire européen. Même le président Zelensky lui-même appelle depuis des mois à ce type de coopération. I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Il faudrait aussi un commandement européen partagé, cette fois supervisé par les Européens et non par la structure habituelle de l'OTAN sous un commandement suprême américain. La coalition aurait besoin de son propre état-major commun, d'une chaîne de commandement unifiée et de règles d'engagement claires. Avec le temps, cela pourrait vraiment commencer à ressembler à une armée européenne. Dans une de mes vidéos précédentes, j'expliquais que ce serait le 3e niveau d'intégration de nos armées. À la base, il y aurait toujours les grandes armées nationales, la France, la Pologne, l'Allemagne et, si elles le souhaitent, le Royaume-Uni. Ces forces nationales existent déjà et fournissent la majeure partie de la puissance de combat. Mais, à côté d'elles, l'UE pourrait établir une force commune permanente qui n'appartiendrait à aucun pays en particulier, mais serait possédée et opérée collectivement par l'Europe. Cette force pourrait compter environ 100 000 soldats, soit à peu près l'équivalent de la mission de maintien de la paix à grande échelle en Ukraine, correspondant à l'option 1. Et des personnes pourraient même être recrutées directement dans cette armée européenne, quel que soit leur pays d'origine. Bien sûr, tout ça soulève beaucoup de questions. Comment fonctionnerait réellement la structure de commandement? Qui serait aux commandes? L'Allemagne, la France ou les institutions européennes? Et comment le recrutement serait-il organisé? J'ai abordé ces questions en détail dans une vidéo précédente que j'ai liée ci-dessus. Mais ce qui est clair, c'est que l'idée commence à gagner du terrain. Même l'Espagne a désormais indiqué qu'elle serait prête à y participer. Mais bon, pour l'instant, très peu de pays sont réellement prêts à engager ce niveau de troupes en Ukraine. Les seuls acteurs majeurs à montrer un engagement clair sont la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Lituanie, l'Estonie et la Turquie. Ensuite, il y a les peut-être des pays comme la Suède et la Lettonie qui veulent d'abord des précisions sur la mission. S'agirait-il de maintien de la paix, de dissuasion ou d'une force de réassurance? La plupart des autres pays hésitent et penchent plutôt vers le refus. L'Italie s'est retirée, la Pologne veut garder la majorité de ses troupes sur son territoire et l'Allemagne affirme qu'elle peine déjà à soutenir sa mission actuelle en Lituanie. Alors, imaginer quelque chose de plus important est impossible. Et même si tous les grands pays de l'OTAN acceptaient soudainement, l'Europe ferait encore face à un autre problème. Elle manque tout simplement des capacités clés nécessaires pour une grande force. L'Institut international d'études stratégiques a réalisé une évaluation détaillée de la préparation des 3 tailles de force. Et les lacunes sont évidentes. En matière d'artillerie longue portée, de renseignement et de systèmes d'information avancés, l'Europe n'a tout simplement pas assez. Et ils ont souligné un point très clair. Sans le soutien des États-Unis dans les domaines cruciaux comme les patrouilles aériennes, la défense antimissiles, la reconnaissance et la surveillance, une telle mission serait tout simplement impossible. Donc, voici ce que j'en pense. Je soutiens depuis longtemps que l'Europe a besoin d'une intégration bien plus profonde de sa défense. Il n'a tout simplement aucun sens que chaque pays de l'UE duplique les mêmes structures. 27 armées différentes, 27 chaînes d'approvisionnement, 27 états-majors et groupes de généraux. C'est un énorme gaspillage d'argent, de ressources et de personnel. Mutualiser la défense permettrait d'avoir plus de capacités pour moins de coûts et une Europe bien plus forte. Et l'Europe a déjà tenté de créer une communauté européenne de défense à 2 reprises. La première tentative date de 1952, lorsque 6 pays, la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Pays-Bas et le Luxembourg, ont signé un traité pour créer une armée européenne commune sous un commandement unique. Ce aurait été révolutionnaire. Plus d'armée nationale, mais une force véritablement partagée. Mais pourtant, au moment de la ratification, le Parlement français l'a rejeté. Et comme la France était essentielle, le projet entier a échoué. La deuxième tentative a eu lieu à la fin des années 1990, quand le président français Jacques Chirac et le premier ministre britannique Tony Blair ont lancé des plans pour une force de réaction rapide européenne. Mais là encore, la coopération a vite calé. Les politiques nationales, la domination de l'OTAN et les priorités stratégiques divergentes ont fait que la force n'est jamais devenue ce qu'elle devait être. Mais alors, peut-être que la 3e fois sera la bonne. Et voici quelque chose de fascinant que nous avons découvert. Lorsque le Parlement français a tué la communauté européenne de défense en 1954, les 5 autres pays ne s'étaient pas retirés. Et même l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg l'ont tous ratifié et l'Italie ne l'a jamais officiellement rejeté.
Selon le professeur Federico Fabrini, spécialiste du droit de l'UE, cela signifie que le traité est techniquement toujours en vigueur au regard du droit international. 4 États ont déjà exprimé leur consentement à être liés par le traité et n'ont jamais annulé cette ratification. Donc, en théorie, si la France et l'Italie ratifient aujourd'hui, la CED pourrait légalement entrer en vigueur, même après plus de 70 ans. Ainsi, même si politiquement c'est un pari presque impossible, légalement, le projet original d'une armée européenne est toujours là, prêt à être repris. Alors, la balle est dans notre camp, ici en France. Et honnêtement, je pense qu'une armée européenne renforcerait considérablement la France. Seuls, nous ne sommes pas une puissance mondiale. Mais si nous unissions nos forces avec celles des autres Européens, nous retrouverions une voix sur la scène internationale. À ce stade, c'est presque une nécessité pour survivre le XXIe siècle. Un siècle où l'intimidation et l'exploitation des plus faibles sont devenus la norme pour les superpuissances. Et je ne veux pas que la France devienne simplement une part du gâteau pour l'Amérique, la Chine ou la Russie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!